Et ça fait trop bizarre de faire un face cam comme ça, mon Dieu. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es peut-être intéressé pour réaliser un séjour en Australie ou juste curieux de savoir comment s'est passé mon séjour. En tout cas, dans cette vidéo, je vais te raconter tout ce qui s'est passé et puis rajoute quelques images de ce que j'ai pu vivre là-bas parce que c'était vraiment la plus belle expérience de ma vie. En tout cas, so far, ouais, ça commence. De toute mon existence pour l'instant. Alors, qui suis-je? Salut, moi je m'appelle Eunice ou Emmanuel, j'ai 24 ans, je suis actuellement étudiante. J'ai terminé mon premier master il y a de cela 1 an et en fait, à la fin de mon master, j'ai décidé de prendre un temps pour voyager à l'étranger. C'est vrai que j'avais toujours rêvé de partir à l'étranger pendant mes études, mais je l'explique aussi sur mon TikTok, mais en fait, c'est vrai que dans les études supérieures, généralement, quand on va proposer des semestres à l'étranger, ça va être sur les formations qui sont en initiale, donc pas en alternance, et donc tu dois payer ton année. Moi, l'objectif, c'était 0 dépense, donc j'ai tout fait en alternance, et donc j'ai gentiment attendu la fin de mes études pour pouvoir pour le coup, aller à l'étranger. C'est vrai que quand je parlais de ce projet-là, d'aller à l'étranger, il y avait ce pays qui revenait genre constamment dans toutes mes discussions, que ce soit même sur les réseaux sociaux, quand je m'informais un peu de ce qui se faisait dans les voyages à l'étranger, et chaque fois, c'était l'Australie qui venait sur le terrain. Et moi, en fait, mon objectif, c'était premièrement de partir, et puis surtout, on va dire qu'en premier, c'était surtout de me dépayser. Voilà, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment partir loin. Mes seuls critères, que ce soit loin, que ce soit un pays anglophone, et aussi que ce soit un pays avec un bon climat, où il fait chaud, parce que je suis extrêmement frileuse. En reliant tous ces critères-là, en échangeant avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte qu'en fait, l'Australie cochait toutes les cases. Alors c'est vrai que vous pouvez avoir un peu ce truc de « Oh, mais les insectes, les bêtes, les araignées, les kangourous, les machins, les hiboux, les chouettes ». Je me disais, c'est vrai que c'est effrayant, mais je me suis quand même dit que je voulais faire mon propre avis. Je voulais pas laisser les autres définir un peu comment allait être mon expérience. Je me suis dit moi-même, je vais me faire mon propre avis. Mon Instagram, carrément, quand il y avait des vidéos d'insectes bizarres, je scrollais plus parce que je voulais me conditionner, je voulais me préparer à partir là-bas et potentiellement voir les bêtes les plus bizarres que j'ai jamais vues. Et comment j'ai organisé ce séjour? Dans un premier temps, je me suis renseignée un peu dans le réseau de partenaires en fait de l'école, à savoir si je pouvais réaliser un semestre là-bas, parce que comme il y a des partenariats, les tarifs sont peut-être moins chers et tout. Moins cher. Le semestre à 10 000 $, là, j'ai dit d'accord, ok. Bon. Je me suis renseignée un peu sur d'autres organismes, que ce soit la mission locale ou des choses comme ça. J'ai pas réellement trouvé quelque chose qui m'intéressait. Et donc, je m'étais inscrite dans un salon, donc du coup, travailler et étudier en Australie. Malheureusement, je suis pas allée dans ce salon-là, mais l'organisateur de l'événement a envoyé un mail à du coup toutes les personnes qui étaient inscrites pour se présenter et expliquer en gros tout ce que eux faisaient. J'étais un peu curieuse, donc c'était avec Studies Up. Studies Up accompagne les étudiants gratuitement à définir et réaliser leur projet de séjour, que ce soit scolaire ou professionnel à l'étranger. Et donc, c'est eux qui m'ont mis en relation avec l'école, dont je parlerai plus tard dans la vidéo, ainsi qu'une agence de filles au pair. Et donc, c'est au travers de cette agence-là que j'ai été placée dans une famille d'accueil en fonction des critères que j'avais, des centres d'intérêt, de mes compétences et aptitudes. Donc voilà, il faut un peu une sorte de matching avec les familles qu'ils ont et ils te placent du coup dans une famille. Donc du coup, j'ai regardé un peu ce qu'ils proposaient et en fait, ils proposent un accompagnement gratuit pour justement préparer son séjour à l'étranger. École dans plusieurs pays. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir accompagner gratuitement les étudiants à réaliser ce projet-là à l'étranger. Et donc, en fait, ils avaient un formulaire en ligne que j'ai rempli, où donc, du coup, tu mets le pays souhaité, les objectifs, que ce soit travailler ou étudier, le budget que tu as, et voilà, toutes les choses un peu qui peuvent être pertinentes à partager. Et donc, du coup, j'ai rempli le formulaire, on m'a recontacté, et donc, on m'a proposé, en fait, à partir de tous les critères que j'avais, le schéma qui était le plus adapté en fait à mon projet. Grâce à eux, j'ai pu découvrir le programme demi-pair parce qu'en fait, j'avais pas un budget énorme et en fait, ce programme demi-pair permet de pouvoir travailler en tant que fille au pair à temps partiel. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de logement à payer, mais en revanche, tu échanges quelques heures de travail contre du coup le logement, la nourriture
et blanchisserie. C'était vraiment la solution qui m'arrangeait le mieux et qui me permettait de pouvoir réaliser ce séjour à l'étranger. Encore une fois, je remercie vraiment Studies Up et mon conseiller particulier, parce que oui, tu as un conseiller particulier pour t'aider à réaliser ce projet. Dès qu'on m'a présenté le projet, j'ai été accompagnée dans toutes les démarches administratives, allant du billet d'avion jusqu'à sur place, toutes les démarches administratives qu'il y a à faire. J'avais 3 mois en Australie, particulièrement à Sydney, avec un montant, on va dire, de 5 000 €. Voilà. Et encore une fois, je les remercie. Maintenant, parlons du travail. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ma contrainte était plutôt financière et donc il fallait compenser cela par le travail. Donc j'avais un statut de demi-pair. Pour le coup, moi, j'étais pas rémunérée, mais certains qui le font à temps plein ou même à temps partiel sont rémunérés. Je travaille à temps partiel, 15 heures par semaine. Donc à savoir 3 heures par jour du lundi au vendredi. Alors c'est vrai que pour mon cas, j'ai trouvé ça quand même assez élevé, sachant que j'étais là pour une période assez courte et surtout j'allais à l'école en parallèle et donc en fait j'avais très peu de temps libre. C'était très avantageux au niveau de mon budget. Mais pour le coup, niveau liberté horaire, avec l'emploi du temps que je m'étais fait, en fait, ça ne m'arrangeait pas parce que je travaillais de 16h à 19h, mais c'est les heures de sociabilisation, c'est les heures où les gens font connaissance, où ils sortent après les cours et tout. Et moi, à chaque fois, je pouvais pas, je devais rentrer. Mais bon, j'avais quand même les week-ends de libre. Donc voilà, ça se passait plutôt bien. Pour ce qui est des démarches à faire, c'était pas du tout compliqué. En fait, il faut juste avoir un Working Holiday Visa, un visa vacances-travail. Ça te permet de travailler quelques heures par semaine. Je précise que dans ce visa, pour le Working Holiday, les 80 jours, pour valider ce visa vacances-travail et du coup pouvoir le renouveler, sauf que le statut de fille au pair, en fait, ne compte pas dans ces 80 jours-là. Donc, comme si je travaillais, mais c'était pas du travail pour valider en fait ce visa. Donc ça veut dire qu'en fait là je suis revenue en France, mais du coup j'ai pas totalisé ces heures-là. Donc ça veut dire que le visa vacances-travail, je pense que je ne l'aurai plus jamais. De toute façon, bon, je pense que d'ici là j'aurai passé l'âge. Mais voilà, c'est une information quand même importante à préciser. Et aussi sur place, tu dois demander donc le permis pour travailler avec les enfants. C'est Working with Children Check. C'est juste une démarche que tu dois faire auprès de l'administration australienne. Ça, pour le coup, c'est très rapide. Tu fais la demande à l'administration qui était d'ailleurs très agréable. Ça change de nos administrations ici, là. Mais en tout cas, j'ai été accompagnée aussi par Studies Up et l'agence. Donc, c'est les deux seules démarches à avoir, en fait. C'est vraiment le visa vacances-travail et aussi le Working with Children Check. Voilà, qui est très rapide. Tu as la réponse dans la journée, généralement. Autre chose à savoir, c'est que moi, je travaille donc en freelance. En tout cas, à l'époque où je suis partie donc en Australie, j'étais full freelance avec mes clients que j'avais en France. Une chose à savoir quand même, parce qu'on vend beaucoup cette vie de digital nomade où tu peux travailler d'où tu veux, organiser tes horaires comme tu le veux, etc. Alors, il y a ses avantages et ses inconvénients, parce que c'est vrai que le fait de pouvoir travailler avec mes clients me permettait quand même d'avoir des nouvelles sources de revenus et de pouvoir justement les dépenser sur place en Australie. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, le décalage horaire, il est incroyable. Il y avait 10 heures de décalage horaire, 10 heures en avance en Australie. Donc, je donne un exemple, mais s'il y avait une urgence en France, pour le coup, moi, je pouvais pas y répondre avant midi, vu que toute la journée, j'étais déjà occupée, que ce soit par l'école ou par le travail. Donc, en fait, la moitié de la journée était déjà passée, que je devais absolument répondre à ces urgences-là. Donc, c'était très compliqué. Ça veut dire que dès que je me réveille, c'est la fin de la journée pour eux. Donc, je rattrape un peu les messages et je leur dis, écoutez, moi, ma journée, elle commence, donc je ne vais que vous répondre le lendemain. Le lendemain, c'est ça. Oui, le lendemain pour eux, alors que pour moi, c'était la soirée. C'était un peu compliqué de gérer ce décalage horaire-là, mais franchement, ça s'est très bien passé. Au final, ça demande beaucoup d'organisation, mais en tout cas, c'est vrai que le décalage horaire, il est vraiment... une grosse charge mentale, mais pour le coup, ça a été. Mais en tout cas, c'était vraiment une bonne option de pouvoir avoir cette source de revenus-là en plus et de ne pas avoir à chercher un job de serveuse, par exemple, sur place. Alors, pour ce qui est de l'école, comme je l'ai dit, j'avais ce travail-là de fille demi-pair. Je travaillais 15 heures par semaine et donc j'avais le reste de la journée de temps libre à l'école. Avec Studies Up, on m'a mis en relation avec une école qui matchait avec mon budget et donc j'ai été placée dans l'ELC, English Language Company. Et donc l'idée, c'était de pouvoir prendre des cours de l'anglais général. En fait, en arrivant sur place, on fait un test de langue avant de partir, une sorte de Google Doc. On répond aux différentes questions, que ce soit vocabulaire, orthographe. Et une fois que tu arrives sur place, à ton premier jour, tu as une matinée d'intégration où on te présente les locaux, on te présente un peu les règles, l'administration, les différents interlocuteurs
pour différentes problématiques. Et ensuite, tu as un test de langue, du coup, à l'oral. C'est juste un dialogue avec un des professeurs. Et du coup, on évalue ton niveau. On m'a mis dans un niveau B2. Le fonctionnement de cette école, c'est qu'en fait, les rentrées sont tous les lundis. Voilà, tous les lundis, tu as une nouvelle vague d'étudiants qui arrivent. Je suis arrivée en mars 2025. Franchement, il y avait beaucoup de monde. Je pense qu'on devait être une bonne quarantaine, le jour de la rentrée, à arriver. Et les gens viennent de partout, hein. Il y avait des Européens, des Belges, des gens de République tchèque, du Brésil, du Japon, de l'Espagne, du Mexique, enfin des gens de partout. Le lundi, tu arrives, tu as ton intégration, on te donne ton niveau ainsi que ton emploi du temps et voilà, et la semaine commence comme ceci. J'avais une classe, on va dire du 15-20 personnes avec des profs géniaux, vraiment Oh, ils étaient trop bien. J'aimais trop, c'était dynamique, c'était interactif. Les profs, ils étaient vraiment chill. C'est pas scolaire, vous écrivez sans pratiquer. Il y avait quand même beaucoup de pratiques, j'ai trouvé, beaucoup d'interactions, que ce soit avec les autres élèves ou avec les professeurs. J'ai trouvé vraiment une méthode très intéressante. Je me suis rendu compte qu'en fait, le niveau B2, il était beaucoup trop facile. En toute humilité, hein. Moi, en tout cas, quand je voyais les exercices, j'avais toujours d'excellentes notes et je me suis dit, j'ai pas fait un si long voyage pour me caresser dans le sens du poil. Au bout d'un moment, il faut progresser. Ce qui se passait, c'est qu'il y a d'autres cours qui existent et j'avais vu qu'ils lançaient en fait le programme de la préparation à l'examen de Cambridge. Il y avait une nouvelle session qui commençait, à savoir que la préparation dure 3 mois, après quoi vous passez l'examen. Au début, j'étais pas trop chaud, mais ensuite, je discutais avec une copine qui, en gros, elle avait commencé le process. Ça m'a un peu motivée en fait à le faire. Et même la prof en fait que j'avais au niveau B2, elle m'a dit en vrai, franchement Eunice, ton niveau c'est trop bien pour B2, t'as même rien à faire là en fait, donc vas-y fonce et va faire ce test là. Et donc je me suis renseignée et on m'a dit que c'était pour le même prix et que du coup je pouvais rejoindre la session actuelle. Donc pour le cours de la préparation à l'examen de Cambridge, les groupes sont plus restreints. Si je dis pas de bêtises, on était 8 ou 9. C'était aussi un groupe, je dirais, plus mature en âge, parce que c'est vrai que j'étais avec des très jeunes dans la classe que j'avais en anglais général. Et puis, c'est de l'anglais général. Les gens, ils sont là juste pour, voilà, perfectionner, un peu s'exercer en anglais et tout. Mais c'est vrai que l'examen de Cambridge, les personnes qui étaient dans cette session-là, c'est qu'ils avaient des ambitions derrière, des projets. Et donc, c'est vrai que j'ai trouvé la dynamique un peu différente. La classe était un peu plus âgée. Et donc, encore une fois, un gros cœur sur mes profs. Mais c'était vraiment, ils étaient géniaux. C'était des amours. Parce que c'était 2 personnes, c'était un couple qui avait donc 2 classes, du coup. Et donc voilà, ils alternaient de temps en temps, mais en tout cas, c'était nos professeurs. Le niveau, il était plus élevé. J'avais des moins bonnes notes. Parce que je suis passée du coup en niveau C1 d'ailleurs, hein, parce que la préparation à l'examen Cambridge, c'était pour le niveau C1. Mais c'était vraiment plus challengeant et j'ai énormément appris. J'ai beaucoup apprécié le groupe que j'avais aussi, qui était plus petit, donc forcément les liens étaient, on va dire, plus forts. Et donc voilà, vraiment, j'ai vraiment trop aimé l'expérience. Sinon, au global, franchement, l'école était quand même sympa, elle était super bien placée, on était vraiment dans la ville, genre vraiment centre-ville, au milieu de tous les grands buildings et tout. Dans cette école, il y avait aussi beaucoup d'animations qui étaient proposées d'ailleurs, que ce soit des sorties culturelles dans les musées, dans les attractions touristiques, que ce soit des sites comme Blue Mountain, les dunes, il y avait des dunes de sable, il y avait, j'ai oublié les noms, pardon, Port Stephen. Enfin, il y avait beaucoup de sorties qui étaient proposées, des activités gratuites comme des activités payantes. Il y avait aussi des modules supplémentaires qui étaient proposés, que ce soit l'accompagnement professionnel, trouver un travail, gérer un entretien d'embauche. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient proposées par l'école. Au niveau de l'ambiance, franchement, les étudiants, ils étaient juste trop sympas, ils venaient de partout, on faisait facilement connaissance dans les espaces communs, tu pouvais rencontrer des gens vraiment de tout pays. J'ai rencontré une personne de Mongolie, c'était Mongolie, ouais, de la Mongolie. Et s'ils voient cette vidéo, je sais pas s'ils vont comprendre ce que je dis, mais je les salue. Donc voilà, c'est un peu ça pour l'école, hein. C'est vrai que j'ai trouvé que quand même la moyenne d'âge de l'école, elle était très jeune, hein. Franchement, il y avait beaucoup de personnes qui avaient, allez, max 19-20 ans. On va dire que des gens de mon âge, il y en avait pas beaucoup. D'ailleurs, il n'y en avait qu'une seule. Alix, si tu vois cette vidéo, salut. Et c'est vrai que c'était en mode... il n'y en avait pas qu'une. Je pense qu'il y en avait qu'une. Ou 2, je sais plus. Ouais, c'était beaucoup... Voilà. C'était beaucoup... Je vais boire de l'eau.
Accident technique, accident. C'était beaucoup des, on va dire, 19, 20 ans, 21 ans. Et sinon, c'était plus âgé, genre 27, 28 ans. Des personnes qui venaient carrément avec toute leur famille, genre des parents qui viennent avec leur partenaire et leur enfant, qui sont là un peu genre en mode pour tester le terrain. Enfin, il y avait toutes sortes de profils et franchement, j'ai fait des très très belles rencontres. Vraiment, l'école, c'est vraiment un moyen facile de rencontrer du monde. Après, j'avoue que dans cette école-là, je tiens à préciser qu'il y avait énormément de Français et de Belges. Là-bas, je parlais tellement français. Et ça, c'est un truc qu'il faut... Enfin, c'était une discipline qui, je trouve, c'est pas mal imposée dans la classe où j'étais pour la préparation de Cambridge que dans la classe en anglais général, parce que là-bas, il y avait des Français et on pouvait parler français entre nous. Sauf que dans la classe de la préparation à l'examen de Cambridge, il y avait des francophones, mais on parlait pas français entre nous. On s'était vraiment mis cette règle-là que même si on parle français, on ne parle pas français entre nous en fait. On est là pour progresser. À quoi bon partir à des centaines de milliers de kilomètres de chez soi si c'est pour parler la même langue. Enfin, donc voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment, vraiment une belle expérience et je recommande d'aller à l'école. Mais attention, mon erreur aura été d'avoir mis des cours en fait toute la durée de mon séjour. Je pense que ce que j'aurais dû faire en fait, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, mais j'aurais dû du coup écourter la durée de mes cours par rapport à l'école en fait. Donc ça veut dire que par exemple j'arrive en mars, je pars en juin, j'aurais dû me laisser peut-être 2 à 3 semaines sans école pour vraiment avoir la liberté d'avoir mes journées en fait en parallèle du travail, parce que mes journées du coup ça se présentait comme ceci. De 9h à 13h j'avais école et quand je suis passée à Cambridge je finissais à 15h, je rentrais à la maison et je travaillais 3 heures, donc ça veut dire que de 9h à 19h en fait j'étais occupée et il me restait plus que la fin de la soirée, sauf que la plupart du temps je travaillais pour mes missions en freelance. Ou alors je sortais avec des amis quand je pouvais, mais c'était plus le week-end pour le coup, où je travaillais pas, j'avais pas école, et j'essayais de m'organiser pour finir mes missions avant le week-end, comme ça je pouvais vraiment explorer le pays en fait. Mais c'est pas trop tôt. Donc voilà comment se présentaient mes journées. J'aurais dû peut-être me laisser plus de temps en dehors de l'école pour vraiment explorer le pays et me faire un peu plus confiance en fait sur le fait que il n'est pas impossible de rencontrer des gens en dehors de l'école. C'est vrai que ça a été un grand facilitateur, surtout pour moi, grande introvertie. Mais en tout cas, voilà, l'Australie, franchement, particulièrement Sydney où j'étais, parce que j'ai pas fait beaucoup d'autres endroits. C'est vraiment facile de rencontrer des personnes, en fait, là-bas, parce qu'il y a beaucoup de touristes, en fait, comme moi. Genre vraiment énormément. Combien de fois j'ai parlé avec des personnes dehors et je suis là, on commence la discussion. Hey, how are you? Tout ça, blablabla. Bla bla. And where are you from? I'm from France. Oh, t'es française? Ah, bah d'accord. Et puis on continue la discussion en français, genre, oh, pitié. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment pas un point bloquant. Préciser que si vous allez à Sydney, dans les activités qui se font en ville, il faut sachez que il y a des activités qui peuvent se faire en lot. Parce qu'il y a un groupe, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un groupe qui propose le zoo, l'aquarium, le musée Madame Tussauds et la Sydney Tower Eye, la tour d'observation de Sydney. C'est des activités que moi, dans mon ignorance la plus totale, j'ai payé tout individuellement. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que toutes ces activités avaient la même structure. À chaque fois, tu arrives, on te propose de faire des photos, tu fais l'attraction, ensuite tu as une boutique à la fin. Enfin, je trouvais qu'à chaque fois, c'était pareil en fait. Et c'est plus tard, en faisant mes recherches, que je me suis rendu compte que toutes ces activités-là, c'était un seul et même groupe et qu'en fait, tu avais un tarif groupé où tu pouvais payer les activités genre 50% moins cher. Et moi, j'ai tout payé. Plein tarif, non, parce qu'avec le statut étudiant, t'as énormément d'avantages. Toutes les attractions sont quasiment moitié prix. Même la nourriture, des fois, tu peux avoir des tarifs étudiants. T'as beaucoup d'avantages en fait. La météo, quand je suis arrivée au mois de mars, il faisait super chaud, genre minimum 25 degrés tous les jours. Genre vraiment, il faisait super chaud. Mais c'était très agréable, genre c'était pas une chaleur qui frappait, je trouve. Et puis de toute façon, moi je suis frileuse, hein, donc pour avoir trop chaud, faut le faire. Le climat était très bon. Après, c'est vrai que je suis partie du coup en mai. C'était un peu automne-hiver. En tout cas, il faut savoir que pendant mon séjour, une chose qui était extrêmement importante et primordiale, c'était du coup de trouver une église. Alors, j'ai un peu trouvé l'église par hasard, mais bon, je ne crois pas au hasard. Une église
évangélique ou pentecôtiste, dans Sydney particulièrement dans la ville. Je trouvais pas de communauté qui me ressemblait. C'était mon critère. On est quand même du côté de l'Asie, donc c'était beaucoup d'églises majoritairement asiatiques. C'est vrai que je connaissais un peu Hillsong ou Planet Shaker, les méga church. En tout cas, c'est plus difficile de créer du lien avec des personnes. Et c'est vrai qu'en fouillant sur les réseaux sociaux, j'ai pu trouver donc l'église que j'ai fréquentée durant mon séjour, que j'ai trouvée sur TikTok. Donc c'est PIWC, ouais. Pentecostal International Worship Center, Sydney. Et découvrir cette église-là, donc il y a plusieurs branches mondiale et également dans Sydney même. C'était un peu loin de chez moi, mais il y avait quand même une personne de l'église qui habitait à côté et donc ça m'a permis de pouvoir y aller à chaque fois en voiture sans prendre trop de temps et c'était vraiment un luxe inestimable. Ça m'a permis aussi de rencontrer de très belles personnes. J'ai pu découvrir la jeunesse de l'église, une très grande jeunesse. Là, j'ai vraiment pu comprendre que je comprenais pas l'anglais en fait. L'anglais à l'école avec les profs, tu vois, ils s'adaptent un peu, ils essayent d'avoir un langage un peu soft et compréhensible parce que tu dois progresser. Mais les jeunes là-bas, là, eux, quand ils font leur délire, ils font leurs blagues et tout là, ils vont pas parler doucement. En tout cas, c'était tellement challengeant. Là, tu vois si tu comprends l'anglais ou pas. En tout cas, c'était vraiment une très très belle expérience, un beau moyen de rencontrer des personnes. On a pu faire des sorties, visiter chez eux. On a fait le concert de Cold Out Music ensemble. Mais c'était génial, c'est tellement bien de partager. Juste, en fait, de trouver des personnes qui partagent le même amour pour Jésus que toi. C'est-à-dire que vraiment, c'est être en Christ, c'est trop bien. Tu trouves de la famille partout. Et vraiment, ils ont vraiment pris soin de moi. C'est pour ça que j'ai précisé ce critère aussi de trouver cette communauté-là aussi qui me ressemble. Parce que c'est vrai qu'ils ont tellement pris soin de moi, comme si j'étais leur fille, leur sœur, leur cousine. Genre vraiment, c'est un petit témoignage. Hein, mais même la fin de mon séjour, c'est vrai que j'avais plus trop de sous. Parce que franchement, vivre à l'étranger, ça coûte cher. Hein. J'en parlerai dans la prochaine partie. Et sur la fin de mon séjour, j'ai eu pas mal de galères et complications financières. Et c'est vrai qu'il y avait une maman de l'église, pour le coup, qui m'a genre nourri, genre vraiment toute la fin de mon séjour, sans rien demander en retour. Ouais, c'est des choses comme ça qui font que je me sentais entourée en fait. J'ai beaucoup été enseignée, édifiée, voir les différences aussi de coutumes et pratiques. Je rends grâce à Dieu pour cette église, c'était vraiment un cadeau. Parce que j'ai trouvé l'église genre 2 jours avant mon départ. Je perdais presque espoir, je me disais mais est-ce que je vais trouver une église sur place ou pas? Et finalement, bah tu as pourvu. Donc c'était vraiment... magnifique, gros cœur sur la famille PIWC, on est ensemble. Du coup, parlons budget maintenant. Combien ça m'a coûté? J'ai pas tous les montants exacts en fait. Pour ce qui est du billet d'avion, je l'ai pris sur Carrefour Voyage que j'ai payé en plusieurs fois. Je l'ai pris quand même assez tôt, avec une longue correspondance en Chine. Si vous voulez voir mes petites aventures en Chine, vous pouvez vous rendre sur mon compte TikTok. Je suis partie le matin de Paris pour arriver donc en début d'après-midi à Shanghai et ensuite je repartais le soir. Donc ça m'a permis aussi de visiter un peu Shanghai avec le passeport français. T'as pas forcément besoin de visa pour sortir de l'aéroport. Et ensuite j'ai repris l'avion. C'était 2 vols de nuit et je suis arrivée donc du coup pareil en fin d'après-midi à Sydney. Les vols c'était aller-retour. Ensuite pour le visa travail-vacances, c'est 635 $ australiens. Ensuite, il y avait le prix du placement en famille d'accueil parce que du coup, j'avais pas de loyer à payer, mais juste le placement en une fois dans la famille d'accueil qui était donc de environ 500 €. L'école m'a coûté cher hein, quand même. Hein. Faut quand même préciser hein, que j'ai l'élément de comparaison d'avant le semestre dans l'école partenaire de mon école de communication là. Alors là, pour le coup, pour les 3 mois à temps partiel, avec l'anglais général ou que ce soit Cambridge programme, c'était pareil. C'était environ 4 000 €. Du coup, j'ai déjà dépassé mes 5 000 €. Mais en tout cas, ça comprenait déjà... Enfin, ok, je dépasse les 5 000 €, mais ça comprend l'hébergement, l'école, le travail. Enfin, tout était compris. Alors que l'option d'avant, pour les 10 000 $, j'avais que l'école. Mais j'avais pas d'hébergement, j'avais pas de travail, j'avais rien. Voilà, ça a rentré davantage dans mon budget. Pour ce qui est des dépenses régulières sur place, on va dire que pour manger pendant une semaine, allez, je dirais 150 $ australiens, on va dire, pour être large. Parce que c'est vrai que pour faire les courses, c'était pas trop cher. Mais manger en restaurant, par contre, ouais, c'est un peu... Hein, c'est un peu un budget entre 20 et 25 $ à chaque fois le repas, sauf si tu manges les fast-food, mais tous les jours, c'est pas ouf. D'ailleurs, les fast-food, j'ai pas trop aimé, hein. Je vais pas te mentir. Le McDo là-bas, j'ai détesté. Pourtant, pour moi, le McDo, c'est une valeur sûre à l'international, mais j'ai pas du tout aimé le McDo. Pour ce qui est aussi des transports, alors, ils ont une carte de transport, en tout cas dans le New South Wales, l'état de Sydney. Enfin, c'est pas l'état de Sydney, mais... Voilà, Nouvelle-Galles du Sud, donc l'état dans lequel se trouve Sydney,
on avait la carte Opal, la carte de transport. Tu payais les transports et tu avais un plafond de 50 $ par semaine. Pour le coup, c'était rentable pour moi qui allais à l'école tous les jours parce que en heure de pointe, ça peut coûter 4 $, un truc comme ça. Et en heure creuse, ça devait coûter quoi, 1,80 $. Mais en fait, le plafond des 50 $, il était très rapidement atteint en fait. Parce que, en fait, même les correspondances, à chaque fois, tu payes, en fait. Ouais, une journée, je pouvais faire facilement 10 $, sachant que je prenais qu'un seul métro de chez moi à l'école. C'est-à-dire que d'ici vendredi, j'avais atteint le plafond des 500 $, des 50 $. Donc, tu te retrouves avec une carte de transport, du coup, à 200 $ par mois. C'est pas un abonnement, c'est une carte que tu recharges. Tu payes à chaque fois que tu passes les guichets. Le chèque Working with Children, 107 $ australiens. Ah, c'est marrant, ça, je m'en souvenais pas. C'était gratuit pour mon cas, mais je sais plus pourquoi. Je crois que c'est juste parce que c'est du volontariat. C'est pas un truc, j'étais pas salariée. Pour les activités, ça pouvait coûter une vingtaine de $, dans les quelques activités que j'ai faites. Savoir du bowling, de l'aquagolf. Ouais, j'ai fait du golf. Du golf où tu tires sur l'eau. Pour ce qui est de l'aquarium, du zoo ou de la tour d'observation de Sydney. Profiter des réductions étudiantes ou des tarifs groupés. Ouais, tu peux avoir des réductions jusqu'à 60% en prenant par exemple toutes les 4 attractions. Et en fait, c'est regroupé dans un truc qui s'appelle Sydney Big Ticket. Voilà. Si vous prenez le pack avec toutes les attractions groupées, ça vous coûtera jusqu'à moins 60%. Moi, j'ai pris juste le zoo, l'aquarium et la tour d'observation. Je pense pas que le musée de cire, si ça vous intéresse. En tout cas, il y a les 4 attractions là. Voilà pour ce qui est de mon total. Parce que j'ai dû dépenser plus de 5 000 € dans ce séjour. Je vais peut-être écrire ici, quelque part là. Genre en gros, combien ça m'a coûté. La poste. Avec Australian Post. Donc du coup, j'envoie mon bagage une première fois. J'ai bien dit une première fois. J'envoie mon bagage. On me dit, oui, il y a un souci avec ton bagage. Il peut pas être envoyé parce que il manque quoi? Je crois que c'était le poids qui est excédé, un truc comme ça. Non, c'est ça. C'est parce qu'il était pas bien emballé. Voilà. C'est parce que il allait faire un long trajet et qu'il fallait qu'il soit mieux protégé. J'avais envoyé mon bagage, je pense, 5 jours avant mon départ. De mon départ, la veille, on me dit de retourner à la poste parce que mon bagage n'est pas bien emballé. Il est pas bien sécurisé, c'est pas les normes et tout, et donc du coup, faut qu'il soit renvoyé. Je devais envoyer mon bagage avec un coursier que j'avais trouvé sur internet, sauf qu'en fait, le site, il m'avait l'air un peu frauduleux, c'était un peu bizarre et tout. Donc c'était très compliqué, j'arrivais pas à trouver de solution, et en fait, je pense que la veille de mon départ, en rentrant d'une sortie, comme ça, je suis passée devant le bureau de poste à côté de chez moi, et en fait, j'ai demandé s'il était possible d'envoyer mon bagage par la poste. Et en fait, ils m'ont dit que oui, jusqu'à 15 kilos, c'était possible. Mon bagage tel quel en fait, mais que voilà, il fallait qu'il soit bien emballé et tout sécurisé dans les normes parce qu'il allait faire un long trajet. Et donc du coup, c'est en fait, j'ai trouvé cette solution la veille de mon départ. Non mais des péripéties pas possibles. Donc ce que je fais, c'est que mon vol le lendemain, il est à 15 h, et moi je me dis bon, j'ai le temps d'aller le matin quand même à la poste pour déposer mon bagage et l'envoyer. En plus, c'était une solution qui me coûtait bien moins cher qu'un coursier, qui me coûtait genre, je pense que c'était 150 $, un truc comme ça, donc voilà, une dépense en plus. Donc je me rends à la poste le matin très tôt, hein. J'étais là en train de scotcher mon bagage. J'ai fini le rouleau de scotch de la dame qui me l'a si gentiment passé en plus. Purée, elle était tellement choquée, elle a dit mais wesh, t'as fini mon scotch là? Bref, j'ai vraiment enroulé mon bagage comme pas possible. Je l'ai enroulé, j'ai scotché, j'ai mis toutes les infos et tout, je leur ai donné. Ça faisait 15 kilos, c'est passé, ils l'ont envoyé. Et après le rush, je rentre à la maison, je prépare mon bagage en rapide. J'ai dû encore abandonner des trucs à la maison parce que mon bagage aussi dépassait les 20-25 kilos, il me semble. J'avais plus de place. J'ai fait un gros tri dans mes vêtements, j'ai abandonné pas mal de choses, mais bon, c'est pas grave, c'est pour le mieux. Et donc voilà, donc je pars. Ouais, même le voyage du retour, c'était encore des péripéties. J'ai pris un vol avec une escale donc en Thaïlande. Donc c'était avec Thai Airways. Thai Airways, oh c'est dur hein. Déjà, je tiens à préciser quand même que j'ai super bien mangé. Genre vraiment, c'est la compagnie aérienne avec laquelle j'ai le mieux mangé. C'était Thai Airways. C'était tellement bon. Genre ils avaient une sorte de viande fumée comme ça, mais c'était magnifique. Mouah. Vraiment, j'ai trop bien mangé. Mais bon, ça c'est juste pour calmer les péripéties. Donc j'ai pris l'avion de Sydney à Bangkok. Et en fait, j'ai pris l'avion. Il faut savoir que déjà, je suis là, je suis dans l'avion et tout. Déjà, moi, j'ai pas dormi la veille de l'avion. À chaque fois que je prends l'avion, de toute façon, je dors pas. La veille pour bien dormir dans l'avion, parce que de toute façon, je dors partout en vrai. Hein, j'ai pas de mal à m'endormir. Mais c'est vrai que dans l'avion, c'est très difficile de s'endormir. Et moi, je m'épuise au max avant d'y aller. Et donc, je dors et tout. Et je me réveille.
Je me réveille en sursaut et tout, je vois qu'on n'est toujours pas arrivé, le vol il est long et tout. Je dis mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi le vol il est long comme ça et tout? Je regarde mon téléphone, je vois il est 22h. Sauf que moi, je devais prendre mon vol. Je devais prendre mon vol à minuit à Bangkok. Et donc, je commence à paniquer et tout. Je me dis, mais wesh, pourquoi on est toujours loin dans le ciel? J'ai pas l'impression qu'on arrive bientôt à Bangkok. Genre, pourquoi on atterrit toujours pas et tout? Et je suis là, je suis stressée et tout. Je vois, on est en train de servir à manger. Je dis, mais wesh, on n'est pas censé atterrir dans moins d'1 heure et tout. Je demande à un des stewards. Je dis, mais monsieur, pourquoi on n'atterrit pas et tout? Et il m'a dit... Mais ma belle, il est pas 22h là, il est 20h à Bangkok, il est même pas... Enfin, t'inquiète, t'as le temps. J'ai eu tellement peur. J'avais oublié en fait le décalage horaire. J'avais complètement oublié. Bon voilà, ça c'était le petit stress. Donc j'arrive à Bangkok. Je dois faire la correspondance du coup jusqu'à l'autre terminal, l'autre vol. Et en fait, j'arrive sur place. Déjà, l'aéroport, il est immense. Mais il est tellement grand, j'ai dû prendre le métro pour changer. Bah, en fait, j'ai envie de dire comme à Charles de Gaulle. Mais bref, c'était, je pense, une bonne dizaine de minutes en tram. Hein. Et après, tu devais encore marcher 15 minutes. C'était vraiment très, très long. Mais j'arrive à l'autre terminal et tout. Je crois que j'ai même pas mangé, en fait. J'ai même pas mangé en arrivant à l'aéroport. Ah si, j'ai mangé un McDo. Parce que je devais tester le McDo en Asie. Vu que j'ai testé le McDo en Australie, il fallait que je teste le McDo en Asie. Et enfin... Mais c'était mieux quand même que l'Australie. Hein. Les frites avaient un peu un meilleur goût que celles en Australie, mais bon, pas ouf non plus. Mais voilà, j'ai mangé, et donc c'est le moment d'embarquer. Je monte dans l'avion, je m'endors. J'étais tout au fond. Et en fait, bah, je m'endors. Je m'endors et tout, j'attends même pas qu'on décolle. Hein. Je me couvre et tout, je ferme tout, je dors. Et là, j'ouvre les yeux. Et je vois qu'on est toujours par terre, les lumières sont allumées, les gens sont posés et tout. Je vois que j'ai dormi 1 heure. La fille, elle était trop à l'aise. Je dis à ma voisine, du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne démarre pas? Et elle dit que oui, non, il y a eu un petit souci et tout. On a dû rester bloqué au sol et tout, mais là, ça a été réglé et tout, on va décoller. Elle me dit ça, j'ai dit ok, on va décoller. Donc je me rendors. Je me rendors. Je me réveille 30 minutes plus tard et je vois qu'on commence à avancer et tout sur la piste de décollage. Du coup, 1h30 plus tard, on va enfin décoller. Moi, je m'endors et tout. Et j'ai trop dormi. J'étais vraiment épuisée en fait. J'étais cassée. Je me réveille, je pense, 30-40 minutes plus tard. Et je vois qu'on est toujours par terre. On était toujours par terre, on n'avait pas bougé. Ma voisine, je pense qu'elle a dû me prendre pour une folle. Elle a dit, mais c'est qui celle-là qui fait que dormir là alors qu'on a plein de problèmes et tout. Et au moment où... je commence à discuter un peu avec les autres, genre bah, l'équipage, ils disent qu'en gros, il y a un problème et qu'on nous demande de retourner sur le tarmac, je crois que c'est ça, parce qu'il y a un problème et que du coup, il faut le régler. Et donc là, bah, on dit, ouais, bah super, on est encore bloqué et tout. Donc on retourne devant l'aéroport. Au lieu de décoller à minuit, il est donc 3h du matin. Il est 3h du matin, la fille, elle a dormi. Hein. Et en fait, bah, il y a toujours des problèmes et tout. Bon, moi, je me rendors un petit peu, genre 20 minutes, un truc comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant qu'ils font des réparations, en fait, il y a des personnes qui décident de quitter le vol, en fait, de quitter l'embarquement et donc de changer de vol, tout simplement. Ils demandent de récupérer leurs bagages afin de partir. Sauf que les bagages sont déjà rangés en soute. Tu te doutes bien que pour retrouver ton bagage, il fallait donc du coup sortir tous les bagages. Donc ça fait qu'il y a eu peut-être 3, 4, 5 personnes qui ont voulu quitter l'avion. Le temps de ressortir les bagages et tout, et de remettre tout en place. Enfin, je crois que le problème, il était réparé, mais juste, il fallait sortir les bagages, en fait. Et donc, il était facile, 4h du matin. Et donc, on attend. Ça fait 4h, on est dans l'avion. L'air est sec. On n'a pas mangé parce qu'on ne peut pas décoller. Et puis, il est 4h30 du matin, au lieu de minuit, je précise. Et en fait, l'équipage nous dit qu'en fait, bah écoutez, là, il est trop tard. On a passé beaucoup trop de temps au sol, l'équipage est trop en retard et donc du coup il va falloir changer d'équipage. Donc là l'équipe va rentrer chez elle pour dormir. Enfin, on change d'équipage en fait, donc vous devez quitter l'avion. Et là, bah du coup il est 4h30 du matin, on n'a pas décollé. Donc du coup on doit tous sortir de l'avion. On sort, après ce qui se passe, c'est qu'ils nous disent qu'ils vont nous distribuer un bon de nourriture, il me semble, je crois que ça devait être une trentaine de la monnaie thaïlandaise. Et moi, j'ai parlé avec une dame que j'ai croisée sur mon chemin. Et donc, du coup, on est allé chercher à manger. J'ai mangé un Big Burger King à 6h du matin. Mais quelle idée, quelle idée! On nous avait programmé pour un vol à 8h du matin. J'ai mangé un Big Burger King à 6h du matin, qui était d'ailleurs bon. Hein. Enfin, je trouvais que ça reprenait un peu les goûts que je connaissais. Donc, il était sympa, ce Burger King. Donc, on mange et tout. Et puis, on retourne devant la porte d'embarquement, donc à 8h. On voit toujours rien. Voilà, il se passe toujours rien.
Donc là, bah, en plus, c'était que des Français, hein, parce que c'était un vol pour Paris. Donc les Français, ils râlent, se plaignent et tout. Genre vraiment, on voit le changement de climat et tout. On nous fait un message d'annonce comme quoi, en fait, bah, l'équipage a été prévenu donc tardivement, donc il y aurait du retard et que du coup, au lieu de 8 heures, l'embarquement serait à 9 heures. Alors là, tout le monde râle, on n'en peut plus, on est fatigué. Et donc du coup, on attend encore 1 heure. Donc à 9 heures, on attend, on voit que l'embarquement ne commence toujours pas parce qu'en fait, l'équipage était donc encore une fois en retard. Ils ont commencé à arriver à 9 heures. Donc en fait, dès que les membres de l'équipage arrivaient, bah, t'avais tous les passagers qui attendaient et du coup qui applaudissaient genre en mode « Ouais, enfin, vous êtes là, ouais, on va enfin partir et tout ». Bon, au lieu de partir à minuit, bah, du coup, on est monté dans l'avion à 9h30 pour un décollage à 10h. Donc voilà, au lieu de partir à minuit, on est parti à 10h. Voilà, donc au lieu d'arriver en France à 10h, je suis arrivée en France à 19h. C'était génial. J'étais KO. Mais bon, c'est pas grave, on a survécu à ça. Maintenant, j'arrive. Parce que c'était trop simple. En fait, ce qui se passe, c'est que je reçois un mail, on me dit que ton bagage est retourné à la poste parce qu'il y a une batterie externe à l'intérieur. J'ai dit, ah bah c'est génial, ça vous pouviez pas me le dire plus tôt. Genre. Il allait quand même jusqu'à l'aéroport, hein, et puis il a été renvoyé parce que du coup les bagages ne peuvent plus voyager, en tout cas en soute, ils ne peuvent plus voyager avec une batterie en lithium. Donc ce que je fais, c'est que je contacte mes amis sur place, j'avais rencontré quelques Françaises ou une sœur de l'église, et je leur dis, oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer au bureau de poste et tout pour ouvrir mon bagage, qui était très bien emballé d'ailleurs, pour ouvrir mon bagage et retirer la batterie externe. Donc du coup, il y a une amie qui a réussi à se mobiliser pour se rendre là-bas, pour retirer la batterie externe et renvoyer le bagage. J'ai dit, waouh, quel stress déjà de coordonner tout ça avec 10 heures de décalage horaire, laisse tomber. Genre, moi, je savais pas combien de temps ils allaient garder mon bagage, en fait, à la poste. Et donc, du coup, voilà, mon bagage repart par Australian Post. Et en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être 5 jours après, je reçois un autre mail où on me dit ton bagage n'est pas retourné à la poste parce que c'est bon, faut pas abuser. Par contre, il a été renvoyé directement chez ta famille d'accueil. Alors là, je dis oh là là, c'est trop gênant. Déjà, je suis partie comme une voleuse. J'ai écourté mon séjour. Bah oui, parce que je devais prévenir aussi ma famille d'accueil que je partais. Donc voilà, c'était trop gênant de leur demander encore un service. Mais bon, voilà, elles ont été très sympas. Elles ont dit bah écoute, on garde ton bagage aussi longtemps qu'il faut, le temps que tu trouves une solution et tout. Finalement, j'ai cherché encore une autre solution sur Internet parce que j'ai vu que la poste, ça servait à rien. Et donc, j'ai trouvé un coursier, c'était donc Send My Bag. Spoiler, ils m'ont ramené mon bagage, Dieu merci. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs allers-retours aussi parce qu'ils demandent quand même beaucoup de documentation obligatoire à afficher, que ce soit sur le bagage, que ce soit bien emballé et tout. Donc même la famille d'accueil, franchement, je les ai fait bosser alors que j'étais déjà partie. Bon, ils ont quand même réussi à emballer le truc, à préparer les documents. Il y a eu quand même 3 passages du coursier avant que mon bagage parte. Donc du coup, la poste, ils m'ont pas remboursé. J'ai dû payer Send My Bag aussi une centaine de dollars, il me semble. Je crois que c'était même 200 dollars, un truc comme ça. 200 dollars, mais une centaine d'euros du coup. Et mon bagage, il est arrivé 10 jours après l'envoi. Quand même dans un meilleur état que mon bagage de Thai Airways, parce que mon bagage, ils l'ont bien abîmé. Déjà 10 heures de retard et en plus vous abîmez mon bagage, ils m'ont cassé une roue. Là pour le coup, Send My Bag, il est quand même bien arrivé. Voilà les péripéties pour le retour. Sinon après, j'étais quand même très contente de retrouver du beau temps, de retrouver des amis, de la famille, de fêter mon anniversaire avec mes proches et voilà, de reprendre la vie en France. Hein. Après, je fais cette vidéo 4 mois après mon retour. Je ne cache pas que ça me manque énormément à l'Australie. Franchement, ça me manque beaucoup. J'y garde de très bons souvenirs. J'y retournerai très certainement. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager cette aventure avec vous. Des nouvelles aventures approchent parce que c'est vrai que là, vous avez vu que sur cette chaîne, j'ai fait des vlogs quand même. J'ai fait des vlogs en Afrique. Enfin, j'ai pas fait de vlog en Europe, mais je vis en Europe, quoi. C'est bon. Je vis en Europe. Je suis allée en Asie, ça c'est sur TikTok pour le coup. Enfin, remarque, je peux mettre des extraits aussi dans ce vlog-là. Hein. Océanie, du coup, comprenez que le prochain vlog sera... Voilà, comme ça, j'aurais fait mon tour du monde cette année. En tout cas, je vous laisse deviner la prochaine destination en commentaire. Et puis sinon, à bientôt!